Bon, voilà. Alors, ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'avoir traversé cet océan hier pour venir vous présenter cette présentation-là qui va être courte et j'espère par contre va être claire pour vous, qui va amener un peu d'éclairage. Je l'ai préparée avec beaucoup de soin, donc la voici, la voilà. Je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel ou imaginaire. Je viens d'un coin de la planète où est-ce que nous avons 4 belles saisons, allant de plus 30 à moins 30. Et donc, la table est mise. Partageons ce moment. Donc, Madame Nathalie Plate, j'ai lu une de vos chroniques dans Le Devoir. C'est un journal indépendant au Québec. Elle écrit des chroniques dans Le Devoir. Tu ne l'as pas dit tantôt. Puis, il y en a une qui m'a particulièrement touchée et inspirée. Elle s'intitule « La poétique de la maison ». Et ce dont je vous parle, c'est la déclinaison dans les maisons de soins palliatifs. Donc, vous y avez abordé le concept de maison relationnelle et partagé 5 éléments clés identifiés dans une recherche britannique pour l'installation et le maintien d'un foyer relationnel, d'une maison relationnelle entre le patient et le psychothérapeute dans le cadre d'une psychothérapie pour amener à une transformation profonde du patient. Ça a résonné en moi. Là, j'ai dit, il y a un parallèle qui s'impose alors qu'avec les maisons de soins palliatifs, n'est-ce pas notre but, notre mission de mettre en place les éléments nécessaires pour une transformation? Puis je les reconnaissais dans cette recherche. Les 5 éléments, on les passe rapidement. Appartenance. Appartenance, quand les gens arrivent à la maison de soins palliatifs, parfois il y a eu de l'isolement avant, donc cette sensation-là de vivre en communauté. Sécurité, besoin de base pour tout humain, on le sait. Maison, tant symboliquement que physiquement, apporte sécurité. Contenance, ça c'est un concept, un cadre contenant où on peut expérimenter et grandir en toute sécurité. Encore là, vivre jusqu'à la fin, n'est-ce pas ce qu'on souhaite le plus pour nos gens? Affirmation. Affirmation, j'aimais beaucoup ce thème-là parce que l'affirmation, quand les gens arrivent à la maison de soins palliatifs, nous sommes vraiment en fin de vie, OK? Donc, ils ont été malades pendant des semaines, des mois, des années. Avant, ils ont été dans les dédales, les pyramides, les labyrinthes, pyramides aussi parfois, de médicales, avec tous les traitements, perte de contrôle, sensation de perte de contrôle de sa vie. Donc, affirmation me parlait, parce que quand ils arrivent à la maison de soins palliatifs, ils peuvent déposer bagages, puis reprendre un peu, affirmation, contrôle de leur vie. Et le « être avec », bien évidemment, c'est ce que chacun des intervenants dans une maison de soins palliatifs essaie de créer avec la personne. Donc, les maisons de soins palliatifs sont des maisons physiques, mais dont la mission est de créer un espace, un temps. Encore le temps qui revient. Hein? Avez-vous remarqué, on parle du temps depuis ce matin. Ce temps qui n'a pas de temps, ou plutôt qui a son temps. Ce temps qui fait que dans des rencontres entre le résident, ses proches, les membres de l'équipe de soins, infirmières, concierges, bénévoles, il y a ce petit supplément d'âme. Puis je vais rajouter même un mot qu'on n'a pas osé nommer aussi, mais de la nature du sacré. Donne son caractère humain à tout ça. Puis là, je te cite, Nathalie. « Pour oser grandir dans une maison, qu'elle soit réelle ou symbolique, il est vrai qu'il faut se sentir sincèrement aimé, tenu et protégé. Là est bien la mission des maisons de soins palliatifs, réellement et symboliquement. » Donc, comment on fait ça? Bien là, attachez votre tuque, comme on dit au Québec, on part. Donc, historiquement au Québec, parce qu'il faut quand même le mettre en contexte, pourquoi on a des maisons de soins palliatifs. Avant les années 50, on meurt à domicile. Après les années 50, médecine n'est plus interventionniste, il y a des avancées au niveau médical. Les gens commencent vraiment à mourir à l'hôpital. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tendance au monde médical à se désengager face aux personnes en phase terminale. Le fameux « il n'y a plus rien à faire » qu'on entend malheureusement encore trop en 2024. Pourquoi? Sentiment d'échec, impuissance ressentie à ces moments-là. Années 60, c'est pas juste l'époque yéyé puis des mini-jupes. Pour nous, c'est Cicely Saunders. C'était elle, notre héroïne. Donc, pourquoi je la nomme, puis vous la connaissez tous? Bien, je peux pas parler de maison de soins palliatifs sans parler de St. Christopher Hospice. C'était vraiment, tu sais, c'était le premier endroit du genre au monde. On appliquait une approche scientifique et holistique pour la personne en fin de vie. Approche qu'on allait appeler palliative par Balfour Monk,
un Montréalais, médecin montréalais, qui, lui, avait étudié qui était allé voir Cicely, qui a fait ses enseignements, qui est revenu au Québec tout motivé. Et la première unité francophone de soins palliatifs voyait le jour en 1979. Il y a même eu un timbre à son effigie quand même. En 2020, en plus, ça fait pas longtemps. Les années 80, vous la connaissez, plusieurs d'entre vous, Sir Pearl Berg, fondatrice du mouvement Albatros. Pourquoi elle est importante pour les maisons de soins palliatifs? La caractéristique de son œuvre a été d'engager la population dans l'action bénévole. Je vous le dis, pas de bénévoles, pas de maison de soins palliatifs. On en reparle plus tard. Les années 80, donc, sont assez fécondes au Québec. C'est à ce moment que les maisons de soins palliatifs commencent et l'Association québécoise donc, de soins palliatifs aussi voit le jour en 89. Première maison de soins palliatifs, Michel Sarrazin, probablement que plusieurs d'entre vous la connaissent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est elle qui a joué et continue de jouer un rôle prépondérant au Québec et ça traverse les frontières également au niveau de la formation et au niveau de la recherche en soins palliatifs. Puis là, cette maison-là a son histoire. Elle a, comme toutes les autres maisons, son histoire. Mais étant donné le peu de temps, je vais compter son histoire. C'est la première. Elle y a droit. Puis, pourquoi ils ont chacune leur histoire? Parce qu'elles proviennent de la communauté. Elles surgissent de la communauté, ces maisons-là. Donc, permettez-moi à ce point de vous lire juste un bref extrait du livre intitulé « Les soins et la tendresse ». C'était écrit par Dr. Louis Dionne, un chirurgien oncologue qui est fondateur de la maison Michel Sarrazin. Ça va comme suit. Le rêve naquit de l'expérience quotidienne auprès des malades cancéreux et d'un sentiment d'impuissance devant eux et leurs familles. Je parle de ces malades au sujet desquels un médecin devait écrire dans son dossier SUS, soins usuels seulement. Et pourtant, nous aurions dû écrire SOS et mettre en branle, en urgence, tout l'arsenal thérapeutique et humanitaire. Fin de la citation. Je ne sais pas si Dr. Dionne avait réalisé la profondeur de ce qu'il venait d'écrire, parce que quand on cherche SOS, quelqu'un en a parlé ce matin, je pense que c'est Benjamin, ça veut dire, c'est une transcription d'un code Morse là, de SOS, mais ça veut dire « Save our soul », sauver nos âmes. C'est beau quand même. Je trouvais que ça valait la peine, même si j'ai peu de temps. En ce beau 8 novembre 2024, je veux juste vous dire que nous avons 39 maisons de soins palliatifs, dont 2 pour les enfants. Une à Montréal, le Phare Enfants-Famille, une à Québec, la Maison Les Merveilles, une en projet et 3 autres projets de maisons de soins palliatifs. Elles se distribuent sur 15 des 17 régions au Québec. Je ne peux pas parler des maisons de soins palliatifs sans parler de la maison Victor Gadebois, car tout comme Michel Sarrazin, ils veillent vraiment ils font beaucoup de recherches, beaucoup d'enseignements. C'est gratuit. Si vous n'êtes jamais allé sur le portail Palliscience, s'il vous plaît, pas maintenant, plus tard, allez-y. Allez voir. Étant donné que les maisons poussaient comme des petits champignons, une moyenne de 1 par année en 40 ans, il y a eu un organisme à but non lucratif qui a voulu structurer un petit peu ça, donner de la force. Plus on est fort. Donc, l'Alliance des maisons de soins palliatifs voit le jour en 2014. La loi 2, je pense que vous le savez, qu'en 2015, cette loi-là a passé chez nous. Ce que vous savez, c'est que ça donnait droit à l'aide médicale à mourir, mais ça donnait aussi le droit, pour la première fois au monde, je crois, sur la planète, à des soins palliatifs. Ça devenait vraiment un droit. Donc, lorsque le maintien à domicile n'est pas possible ou ce n'est pas le choix de la personne ou de ses proches, quelles sont les options des Québécois? Centre hospitalier, CHSLD qui est l'équivalent d'un EHPAD ici, ou les maisons de soins palliatifs. On sait qu'il y a plus de 75 là, des décès qui vont se passer en centre hospitalier ou en EHPAD, mais je trouve que vraiment les maisons de soins palliatifs, c'est vraiment des endroits privilégiés de lesquels on peut apprendre des choses. Donc, leur mission, offrir des soins palliatifs de qualité avec une équipe interdisciplinaire ou interprofessionnelle aux personnes en phase avancée de leur maladie. On parle de jours, semaines, mois, donc vraiment plus en fin de vie, puis de soutenir leurs proches avant, pendant et après. Donc, on veut créer cette espèce d'atmosphère de mourir comme à domicile, quand on ne peut pas le faire à domicile. On veut humaniser, on veut accueillir, on veut accompagner, on veut soigner. Pour une période de la vie qui, on le sait, ce n'est pas une maladie en soi, mais bien une période de la vie à vivre. Alors, comment la vivre mieux? Je vous en ai mis en photo un peu, des plus grandes, sous la neige, sous le soleil, coquettes.
et même certaines illuminées. Ça, c'est la maison de soins palliatifs où je pratique, au Saguenay. Je les salue d'ailleurs. Et puis, vous voyez, ça, c'est un résident, c'est de la communauté qui a pris cette photo-là après un orage. Et spontanément, il est venu nous l'apporter. Il a dit, vous pouvez l'utiliser, tout ça. Ça montre quand même nos liens avec la communauté qui sont très précieux. Donc, les particularités des maisons de soins palliatifs. Organisme à but non lucratif, gratuité pour tous et chacun. Sauf pour les médicaments, mais au Québec, on a la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, qui paie pour les médicaments. Donc, c'est vraiment gratuit pour les gens. Ils sont gérés par des conseils d'administration autonomes. Donc, ça nous donne plus d'autonomie, effectivement. Les bénévoles ont un rôle majeur, je vous en reparle. Elles demeurent petites et uniques, chacune. Quand je dis petite, ça veut dire en moyenne 9 chambres. Ça peut aller entre 6 et 12 chambres aussi. La plus petite maisonnette à 3 chambres, la plus grande, 23 chambres. On travaille en partenariat avec la communauté et tous les organismes dans la communauté. On prend soin de la personne malade et de ses proches. Et la qualité de soins médicaux et professionnels, ça doit être la même que sur des unités de soins palliatifs qu'on retrouve dans les hôpitaux. Puis c'est vraiment un lieu propice pour vivre l'expérience de l'interdisciplinarité, professionnalité, puis un espace de partage en communauté, d'abord et avant tout. Donc, le nombre de chambres, la gamme de services, le modèle d'organisation, ça va dépendre de la communauté puisqu'elles viennent de la communauté. Donc, l'offre de services va être adaptée, personnalisée. Ça peut être des lieux de rencontre, services pour des répits pour les proches, soutien au deuil, enseignement, conférences, recherche, tout s'y passe. Formation de professionnels et de bénévoles, toujours, et les centres de jour. Les centres de jour peuvent être vraiment un atout majeur pour les maisons de soins palliatifs. Quand je parle de centre de jour, c'est-à-dire que dans le même bâtiment de la maison de soins palliatifs, il va y avoir une aile, un endroit où est-ce qu'on va avoir un centre de jour. De quoi il va avoir l'air? La plupart du temps, il va avoir une clinique médicale de gestion de symptômes où est-ce que les gens vont pouvoir rencontrer un médecin ou une infirmière. Et puis, ça va être des gens qui vont être en amont d'avoir à venir à la maison de soins palliatifs pour le dernier moment de leur vie. Donc, c'est du in et out, là, ils viennent et repartent. Et les services, bien, ça va dépendre de la communauté. Ça peut être de l'art-thérapie, physio, masso, kinésio, soins esthétiques, bien thérapeutiques, groupe de deuil. Tous les services sont possibles. Donc, selon la région, selon la maison, ils vont avoir ces services-là. Ça permet vraiment d'enlever cette espèce d'aura que les maisons de soins palliatifs peuvent avoir, comme, tu sais, de dire un mouroir. On enlève ça parce que là, on n'y va pas juste, les gens ne connaissent pas la maison juste pour aller reconduire un proche ou quelque chose comme ça, mais ils la rencontrent avant. Donc, c'est très puissant d'avoir ça. On est en train d'essayer de convaincre notre gouvernement de l'importance des centres de jour. Donc, quelques chiffres, je n'ai pas le temps, mais je vais vous dire juste que l'Alliance des maisons de soins palliatifs, dans leur sondage, c'était un taux de satisfaction de 97 %. La gratuité, on en a parlé. Pourquoi la gratuité est possible? Financement par le réseau public, 50 à 60 %. L'autre 40 %, philanthropie et dons. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 40 %, c'est beaucoup de milliers de dollars à chaque année à récidiver. Notre plus grand défi, parlez-en aux gestionnaires, beaucoup de poids sur leurs épaules, et en même temps, moi, je pense que c'est un atout aussi. Ça nous donne une certaine autonomie. Puis ça permet aussi à la population, à chaque année, ils nous disent « On veut la maison de soins palliatifs. On veut que vous restiez. » Puis moi, c'est sûr que moi, personnellement, comment que je vois ça aussi, ça me permet, moi, dans les levées de fonds, les activités qu'on prépare, la marche, le bingo, le whatever, ça me permet, moi, d'aller pouvoir parler de soins palliatifs, de parler de vie, de parler de mort, de parler de ce temps de la vie, de démystifier la chose. Les bénévoles, je vous l'ai dit, cœur de la maison, la valeur de chacun, la force du nombre, bien sûr. Chez nous, les bénévoles, ils sont partout. Il y a des bénévoles à l'accompagnement, comme ici, mais ils sont vraiment partout. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un peu différent d'ici, vous me le direz tantôt, mais ils vont être à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, ils vont être des bénévoles aux soins, à l'accueil, à la cuisine, ils vont être à l'extérieur pour ramasser les dons au salon funéraire, on a même notre... Écoute, ils sont partout, 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 partout. Je ne connais pas l'histoire dans la gestion. Quiconque dans la communauté ont des habiletés X vont venir souvent nous les partager. Puis ça, c'est vraiment, je vous le dis, c'est des heures et des heures, des milliers d'heures de bénévolat. Sans eux, les maisons de soins palliatifs, c'est impossible à gérer avec les sous qu'on a allé chercher. Ça, c'était une activité qu'on avait faite. Puis à ce point-ci, j'aimerais ça vous inviter juste à aller voir un petit peu en images de quoi ça a l'air. Loin de l'agitation de l'hôpital,
avec toute la rigueur médicale nécessaire d'un milieu de soins, mais aussi toute la beauté et le confort du domicile. Oups-doux! Ça, c'est une bénévole qui prépare les petites gâteries. Le temps des sucres, bien, au Québec, hein, jusqu'à la fin. Ici, c'est un mariage qui a été préparé par des bénévoles, la chambre, la table, etc. Temps de recueillement, rituel, art-thérapie, groupe de deuil, le mur des étoiles, les gens décédés dans la dernière année. Nos défis. Comment conjuguer la complexité toujours en évolution des soins aux patients tout en conservant cette atmosphère paisible caractéristique des maisons de soins palliatifs? Vous le savez, toute la médicalisation qu'on a tendance des fois à faire parce qu'on est bon dans la douleur physique. Comment protéger la dynamique milieu de vie, milieu de soins? Comment protéger ça? Comment le modèle des maisons de soins palliatifs va-t-il évoluer avec sa société, ses choix? Vous le savez, on est là-dedans, l'aide médicale à mourir, laïcisation. Puis ça, bien, dès que j'ai un micro, je le dis, je ne peux pas m'en empêcher, la présence des psychologues, vous nous manquez tellement au Québec. Oh, votre apport est si important. Je parlerai aussi des intervenants spirituels aussi qui nous manquent aussi, qui ne sont pas assez en grand nombre parce que, on en a parlé, la souffrance physique, je pense qu'on est très bon là-dedans, mais je pense qu'au niveau de la souffrance psychologique, spirituelle, existentielle, on a vraiment à apprendre des psychologues. Puis malheureusement, on n'entend pas leur voix au Québec. Donc, dans le contexte dans lequel on vit, pour moi, c'est une incohérence incroyable. C'est dit. L'abbé Gilles Nadeau, je ne sais pas si certains le connaissent, mais c'est un prêtre et accompagnateur spirituel à la maison Michel Sarrazin depuis 1985, puis il est encore en pratique. Puis je l'ai rencontré à McGill il y a quelques semaines, puis je lui parlais de ça, que je venais vous voir, tout ça. Puis il dit, tu sais, il dit, moi, Martine, là, il dit, les maisons de soins palliatifs, ma conviction principale est que les maisons sont au départ et constamment un projet communautaire. Ce sont les communautés qui se donnent ces maisons et leur permettent de continuer d'exister. Le mouvement ne vient pas d'en haut, mais de la population. En conclusion, presque toutes les maisons de soins palliatifs commencent par, je vous les ai montrées tantôt, là, la maison. La maison d'Hélène, la maison Aline Chrétien, la maison Adémar-Dillon, du Littoral, de la Rivière-du-Nord, du Bouleau-Blanc, parce que le mot « maison » est porteur de sens. Une maison, comme la psyché humaine, est composée de deux éléments, une façade et un intérieur. Sa façade, sa forme physique est essentielle pour permettre de se sentir en sécurité et protégé. Une fois en place, la maison permet toute la force de son symbolisme dans la psyché de l'être humain à faire surface. Dans sa signification spirituelle, vous savez, elle est un symbole du soi, du revenir à soi. Elle évoque les racines profondes de l'être, un endroit où l'on peut être libre et maître de sa vie. C'est un espace émotionnel puissant. Vous savez, dans les déclinaisons du mot « maison », on trouve un espace semblable au ventre maternel. Ventre maternel, premier endroit de vie. Maison de soins palliatifs, dernier endroit de vie. C'est une opportunité pour que la vie reprenne son sens. Et cela, elle le fait aussi, puis là, vous allez sourire, parce que je vais le dire quand même, mais c'est ce que j'ai remarqué vraiment après des années à travailler dans une maison, en modifiant la notion de temps. On en a parlé beaucoup. Où le dieu grec, Kairos, peut reprendre son droit sur le dieu Chronos, donc où le temps physique linéaire cède sa place au temps Kairos, le bon moment, l'opportunité pour le bon moment, le moment juste, le temps qui a son temps. Voilà notre mission. C'est souvent un sujet que j'aborde avec les proches de la personne en fin de vie. Vraiment, je travaille beaucoup avec les proches. Pour certains, ils vont ressentir immédiatement des bienfaits de ce temps autre, ce ralentissement. Mais pour d'autres, ça va être plus confrontant. C'est plus facile d'aller vite, pas trop ressentir, sans trop aller en profondeur. Puis là, on y met toute la douceur pour introduire le Kairos, tranquillement. Puis vous savez, au-delà de tout ça, pour tous qui y travaillons, ou y sommes bénévoles, la vie dans son sens le plus profond nous habite. Médecins, infirmières, bénévoles, concierges, gestionnaires, la mort est tout à côté et nous pousse à retourner à notre humanité. En cela, dans ce monde, où nous y voyons beaucoup, beaucoup trop de violence et de souffrance, ces maisons représentent un endroit unique qui me donne un espoir en l'humain. Je suis émue. Je l'ai dit.
Je crois profondément à la puissance et à la force d'une communauté et chacune de ces maisons forme une communauté. Il y a ce proverbe africain, Christian, tu sauras me le confirmer, puis c'est là que je te passe la POC, qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Eh bien, j'ajouterais que ça prend tout un village pour élever un enfant, une personne, vers la mort. Et voilà, tout simplement, la mission des maisons. On va prendre une question le temps que Christian lance sa présentation. Comme ça, on va optimiser au maximum le temps. Et Oui. J'ai une question partie sur la attends, communauté, je... en fait, parce que est-ce qu'il y a une communauté spécifique au Québec ou est-ce que la communauté elle est créée par la maison? Parce que je me questionne en France, est-ce que cette communauté elle existe en fait? Je sais pas. Oui, c'est pas comme une... Non, quand je dis communauté, je dis vraiment les gens qui résident dans telle ville ou tel autre village ou peu importe vont décider, on veut une maison de soins palliatifs et c'est eux qui vont vraiment tout mettre en branle pour le faire. Avant, c'était des œuvres de bienveillance au tout départ, tu sais, qui avaient tendance à se mêler de ça, mais maintenant, c'est vraiment le peuple. Je rebondis juste, est-ce qui veut dire qu'en fait, vous sollicitez les concitoyens pour venir en renfort de vous dans l'élaboration d'un tel projet? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas aller vers les députés, il faut aller vers les concitoyens en premier. Voilà.